Comment se forme une cellule cancéreuse? Pourquoi certaines deviennent-elles invasives? Pour d'autres, pourquoi sont-elles résistantes au traitement? Ces trois questions sont au centre même du travail du professeur Cédric Blancpain, une des sommités mondiales dans le domaine des cellules souches cancéreuses. Quand j'avais 16-17 ans, je pensais pas trop à la médecine encore à cette époque-là. Et je pensais plus à la poésie, à la musique. Et j'aurais rêvé d'être peut-être soit musicien, soit écrivain ou poète, quelque chose comme ça. Avec une équipe de recherche internationale et sans cesse renouvelée, le professeur Blancpain dirige depuis 2006 le laboratoire Cellules souches et cancers de l'Université libre de Bruxelles. Ce laboratoire est implanté au sein de la faculté de médecine sur le campus Erasme à Anderlecht. Au niveau du recrutement des chercheurs, ils viennent passer une journée ici au laboratoire, ils donnent une présentation de leurs recherches, ils rencontrent différentes personnes dans le laboratoire et on rassemble les avis des différents chercheurs parce qu'il faut aussi que la personne s'insère dans le laboratoire et des objectifs. Il est évident que ces objectifs doivent correspondre au projet poursuivi par l'équipe. Quand j'ai un peu maturé ma réflexion sur mes études universitaires, on avait rencontré différents profils à l'école et j'avais rencontré quelqu'un qui représentait Médecins sans frontières. J'avais été vachement marqué par cette personne-là, le côté engagé du Médecins sans frontières, le côté de l'homme qui va sur les fronts, qui voyage et qui est au service d'une population désœuvrée. J'étais fortement admiratif par rapport à ce genre d'approche et c'est un peu ce qui m'a poussé vers les études de médecine. Plus encore, peut-être ce qui m'a poussé vers les études de médecine, c'est le fait que ma mère était médecin. Il traînait toujours sur la table du salon des bouquins de médecine ou des revues médicales et quand j'étais ado, je feuilletais ça comme on feuillette le journal et j'aimais bien la littérature médicale. J'ai commencé mes études de médecine ici à l'Université libre de Bruxelles en 1987. Et dès la première candidature, j'étais fasciné par les sciences de la vie, la biologie, la physiologie. Et j'ai, dans ce bâtiment aussi, l'été 88, pendant mes vacances, après ma première candie, effectué un stage de recherche. C'est là que mon aventure dans la recherche fondamentale a commencé. J'ai travaillé dans le laboratoire du professeur Bowens à l'époque, pendant un mois. Et là, j'ai rencontré des gens super chouettes et il y avait des très chouettes projets sur lesquels j'ai travaillé pendant mes vacances. Et puis j'ai continué mes études de médecine et tout au long de mes études de médecine, j'ai effectué des stages de recherche. Il apprend la biologie moléculaire chez le professeur Vassar et il prépare son mémoire de fin d'études chez le professeur Thierry Velu. Quand on fait la médecine, c'est avant tout pour soigner les gens. Et donc je voulais quand même avoir cette expérience d'homme de terrain de la médecine. Donc j'ai décidé de m'embarquer dans une spécialité en médecine interne où j'ai vraiment beaucoup apprécié, ici à l'hôpital Erasme. Et j'ai passé 6 mois en plus, durant mes premières années du stage de tronc commun de médecine interne, à l'hôpital de Beaudour, dans la région de Mons. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là aussi. C'était très différent de l'expérience bruxelloise. On était encore quelque part encore plus proche des gens, etc. J'ai beaucoup aimé cette aventure. Mais même si j'adorais beaucoup soigner les gens et le contact avec les patients, mon expérience de recherche et ma curiosité scientifique était encore, et l'est toujours d'ailleurs, inassouvie. Donc j'ai suspendu ma spécialité en médecine interne et j'ai entamé une thèse de doctorat que j'ai faite dans le laboratoire du professeur Parmentier, ici sur le campus. Et on a étudié pendant 4 ans les mécanismes d'entrée du virus du sida dans la cellule. Le professeur Parmentier avait découvert le récepteur, la porte d'entrée du virus du sida.
Et puis après ma thèse de doctorat, 4 ans plus tard, j'ai voulu finir ma spécialité en médecine interne. Donc je suis retourné à l'hôpital Erasme et là j'ai fait 1 an de génétique médicale pour essayer en particulier avec un focus sur les familles qui développent des cancers. Donc il y a quelques cancers qui sont familiaux, il n'y en a pas beaucoup, un peu moins de 10%. Et ça, c'est typiquement des familles où la mère, la sœur et la grand-mère développent tous des cancers du sein et on essaie de voir pourquoi, on essaie de détecter les gènes qui sont responsables de ça et de pouvoir donner des conseils génétiques et des conseils de prophylaxie, donc de screening du cancer avant que le drame apparaisse. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi comme expérience. J'ai fini ma spécialité et je voulais développer une activité de recherche nouvelle, à la pointe, qui ne se faisait pas encore en Belgique. Et là, j'ai décidé d'étudier les cellules souches. Et les cellules souches, c'est la mère de toutes les cellules dans un tissu. C'est les cellules qui sont responsables du renouvellement des tissus tout au long de la vie, de la réparation tissulaire. Et peut-être, et c'est ça qu'on a essayé de faire après, quand je suis rentré et j'ai fondé mon laboratoire, le lien entre les cellules souches et le cancer. Et donc je suis parti pour acquérir cette expérience de chercheur sur les cellules souches. Je suis parti aux États-Unis pendant 4 ans, à New York, à la Rockefeller University, chez une dame qui était la reine des cellules souches de la peau. Et donc j'ai été là pendant 4 ans, je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup appris, on a fait des grandes découvertes sur les cellules souches de la peau pendant ce séjour aux États-Unis. Puis je suis revenu ici en 2006, débuter mon propre laboratoire, avec comme ambition de découvrir l'origine et les différents types de cellules souches qui existent dans un certain nombre de tissus comme la peau, la glande mammaire, la prostate, et de découvrir leur relation avec les mécanismes qui initient la formation des cancers. Cette relation, cette interaction entre les cellules souches et le cancer, c'est ce qui a vraiment drivé ma recherche ces 20 dernières années. Le travail de recherche ainsi mené bénéficie, entre autres, du soutien financier de la Fondation contre le cancer. Cette année, en 2024, la Fondation contre le cancer existe depuis 100 ans. Pendant ces derniers 100 ans, il y a 35 années de recherche. Donc ça nous permet quand même d'avoir un peu de recul pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Alors ce qui est beau dans la recherche quand on la tient pendant aussi longtemps, c'est qu'on en voit les conséquences. On l'a vu dans 2 cas très très concrets. L'immunothérapie. Au début, l'immunothérapie, on n'y croyait pas trop. Comment susciter la réponse de l'immunité de la personne avec un cancer, comment l'inhiber, comment la stimuler, la diminuer. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent depuis 13 ans avec un certain type de cancer de poumon, avec une belle qualité de vie malgré le traitement. Et donc ça, pour moi comme médecin, c'est vraiment une belle avancée qui a été soutenue par la Fondation contre le cancer. Il y a eu aussi la protonthérapie que la Fondation contre le cancer a soutenue. La protonthérapie, c'est un faisceau radiologique qui pénètre de façon plus précise pour tuer la tumeur en protégeant beaucoup plus le tissu derrière la tumeur et pour léser moins les tissus devant la tumeur. Par exemple, les enfants qui souffrent d'une tumeur cérébrale, il est très intéressant de se focaliser le plus possible sur la tumeur, pas dans les tissus tout autour, parce que l'enfant est en évolution cognitive, il est en apprentissage continuel, et si on fait des dégâts au niveau des tissus cérébraux, c'est nocif. Donc c'est 2 exemples, l'immunothérapie, la protonthérapie, qui vraiment prouvent qu'en soutenant la recherche dès le départ, c'est-à-dire en labo, ça s'appelle la recherche fondamentale, puis de la faire migrer vers la recherche clinique en passant par le translationnel, on arrive, après un certain nombre d'années, c'est pas tout de suite, mais on arrive à des résultats qui permettent non seulement de traiter les gens, mais aussi de traiter avec moins d'effets secondaires et donc une meilleure qualité de vie. Le laboratoire du professeur Blancpain se divise en sous-groupes. Il y a celui qui s'occupe des différents aspects liés aux cellules souches de la peau, du sein et de la prostate. Ensuite, un autre sous-groupe s'intéresse aux origines des cancers dans ces 3 tissus.
Et là, on essaye de voir qu'est-ce qui se passe quand on active un mauvais gène, le gène qui donne des cancers, dans ces différentes cellules souches, et quels sont les mécanismes les plus primitifs à l'origine du cancer. Et on essaye de voir s'il y a des parallélismes ou des spécificités entre les différents cancers, comme la peau, la glande mammaire et la prostate. Quand on regarde une tumeur au microscope, on se rend compte que toutes les cellules ne sont pas égales. Il y a des cellules qui se divisent, il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui se différencient, il y a des cellules qui migrent et qui sortent de la tumeur primitive et qui vont donner des métastases. Et quand on donne un traitement, il y a des cellules qui résistent à ce traitement, qui font le gros dos et qui vont être responsables de la rechute tumorale après le traitement. Et c'est ça qu'on essaye de comprendre, c'est ce mécanisme, qu'est-ce qui, au sein de la cellule cancéreuse, dicte ces différents états cellulaires, et qu'est-ce qui, dans l'environnement de ces cellules, contrôle cet état cellulaire. Et donc, est-ce qu'il existe un dialogue entre les cellules du micro-environnement tumoral et les cellules tumorales elles-mêmes? Est-ce que les cellules immunitaires et les cellules tumorales ont un dialogue entre elles? La moitié des gens de mon laboratoire travaillent sur cette thématique de l'hétérogénéité tumorale. Au cours de ces dernières années, le professeur Blancpain et son équipe ont multiplié les découvertes de première importance dans la connaissance et le traitement des maladies cancéreuses. Elles ont d'ailleurs fait l'objet de publications précieuses. On a découvert l'année dernière que pour former un cancer invasif, il ne suffisait pas d'avoir le mauvais gène qui était exprimé dans la cellule. L'environnement des cellules dans lequel on mettait le mauvais gène était très important. Et on a découvert que le collagène était un déterminant essentiel de la capacité d'une cellule mutée à développer un cancer. Et on a pu montrer que dans les endroits où il y avait beaucoup de collagène, quelque part, la cellule qui avait cette mutation oncogénique, celle qui donne le cancer, eh bien, elle ne devenait pas invasive, elle glissait sur cette toile de collagène et ne donnait pas des cancers. Alors que dans les endroits où il y avait moins de collagène, cette même cellule tumorale mutée, cette fois-ci pénétrait dans le tissu et donnait un cancer. Et donc, montrant bien que l'environnement dans lequel une mutation apparaît est peut-être tout aussi importante que la cellule dans laquelle cette mutation apparaît. Et ça, c'était, je pense, une très grande découverte, même si elle n'a pas immédiatement de pendant thérapeutique. On a un bon accès aux médicaments, aux soins. On a d'excellentes équipes de recherche fondamentale et clinique qui permettent aussi de traiter des choses moins communes, plus rares. Et donc tout ça me donne la conviction qu'en investissant en recherche fondamentale et ensuite translationnelle et clinique, on peut avancer dans le domaine du cancer. Et ce qui m'impressionne beaucoup comme personne travaillant à la Fondation, c'est que 40% des dons viennent de personnes qui versent mensuellement. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne, cette générosité du Belge par rapport à quelque chose qui va servir à tous les Belges. Donc les donations, c'est quelque chose pour lequel nous sommes extrêmement reconnaissants et sans lequel on ne pourrait pas soutenir les équipes de chercheurs en Belgique. Le cancer est une maladie génétique dont les mutations qui causent le cancer s'accumulent au fil du temps. Donc chaque année en Belgique, on a 75 000 nouveaux cas de cancer. On pense que d'ici 10 ans, ce sera 85 000. Donc on est en croissance continuelle. Pourquoi? Alors on sait que le cancer se développe sur des dizaines d'années, donc il n'y a jamais qu'une seule cause. Mais on reconnaît qu'il y a des causes évitables, le vieillissement, la génétique c'est responsable de 5 à 10% des cas de cancer. Et donc, en général, plus on vit vieux, plus on laisse à notre corps, entre parenthèses, la chance ou la malchance d'accumuler ces mutations qui risquent de donner un cancer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers qui apparaissent chez les gens plus âgés. Alors, bien sûr, il y a des cancers qui arrivent chez les gens jeunes et parfois même très jeunes, mais sont moins fréquents que ceux qui arrivent chez la personne âgée. Et puis, il y a les causes évitables qu'on a soi-même en main. Il y a 12 facteurs de risque pour le cancer. Les premiers, c'est le tabac,
l'alcool, le surpoids, la sédentarité ou le manque d'activité physique, essentiellement. Si on arrive à avoir une bonne hygiène de vie, à bien se nourrir, pas trop de viande rouge, pas trop de charcuterie, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, qu'on est avec un poids sain, qu'on évite tabac, alcool, on peut dire qu'on peut réduire le nombre de cancers de 40%. Le cancer de la prostate est un autre exemple dans lequel on pense que si on prend un homme très âgé, quasi tous les les hommes âgés, ont un cancer de la prostate in situ. Et donc, énormément de nouveau, c'est un cancer très fréquent et qui est lié à l'âge. Alors, est-ce que l'âge fait tout? Non, l'âge ne fait pas tout, et on le sait très bien, que l'exposition à notre environnement aussi conditionne les types de cancers qu'on va avoir. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'en 2019, le cancer du poumon est arrivé en 2e position chez la femme, alors qu'avant, il était en 3e position. Et quand je dis que le cancer prend longtemps à se déclarer, on a vu, il y a 10-20 ans, que les femmes commençaient à fumer plus. Le tabac est lié à 9 cancers sur 10. On sait bien que les fumeurs sont à risque de développer des cancers de la gorge, des cancers du poumon, des cancers de la langue, et ça simplement parce que dans la fumée de cigarette, il y a des agents qui font des mutations, des lésions dans l'ADN et qui sont responsables de la cancérisation. Donc, ces cancers les plus fréquents peuvent être partiellement évités, ou en tout cas, on peut essayer de réduire la probabilité d'avoir ces cancers en évitant le tabac, pour le cancer du poumon. Pour le cancer du sein chez la femme, ce qui est moins connu, c'est que l'alcool est lié au cancer du sein. Le surpoids, l'inactivité, la sédentarité augmentent le risque du cancer du sein. Et puis pour terminer, le cancer du côlon est directement lié aussi à l'alimentation. Si on ne mange pas assez de fibres, assez de légumes, de fruits, on augmente son risque de cancer du côlon. On sait bien que les cancers de la peau sont dus à une exposition aux UV. Et donc beaucoup de gens qui ont fait trop de bains solaires, pris trop de bains solaires sans se protéger avec de la crème, etc., ont plus de risques de développer des cancers de la peau, des mélanomes ou d'autres types de cancers de la peau. On voit que ces cancers-là, chaque année, augmentent de 5 à 10%, c'est-à-dire une explosion. Alors pourquoi? Il y a d'une part l'effet de pratiquer les bancs solaires. Les bancs solaires, c'est un carcinogène reconnu par l'Institut international de recherche contre le cancer. Les bancs solaires sont à proscrire. Et on voit qu'il y a un groupe qui est moins bien informé qu'avant. C'est le groupe 16-24 ans. Ils sont moins conscients des façons de se protéger du soleil. Il y a des mythes qui continuent à faire le bonheur de tous, c'est « il faut brûler pour bronzer », c'est faux. Sous un parasol à l'ombre, on ne bronze pas, c'est faux. Si je m'enduis une fois de crème, ça va aller, non, c'est toutes les 2 heures. Et on voit que même pendant la période Covid, les jeunes, dès qu'ils pouvaient, partaient au soleil. On part beaucoup plus qu'avant au soleil. Et ça, on va dans des pays où finalement la peau n'est pas préparée à ce type de soleil et ce type de rayonnement. Clairement, le développement d'un cancer est le fruit de 2 choses, des déterminants personnels, intrinsèques et dans lesquels l'âge joue un rôle, mais aussi de l'extérieur qui va changer ce risque et augmenter ou diminuer le risque de développer un cancer en fonction de notre environnement, de notre alimentation et de tout ce qui s'ensuit. On se focalise sur 3 missions. La prévention, prévenir le cancer, et on y octroie des budgets pour la recherche, plan de prévention. La deuxième chose, on investit dans la recherche pour pouvoir guérir mieux. Et la troisième mission, c'est le soutien à la personne avec un diagnostic de cancer et leurs proches. On n'a jamais un cancer tout seul. Alors, il y a aussi tout un tas de services qui sont vraiment nécessaires pour parcourir le trajet de soins. Et puis aussi Tabastop, qui est une ligne téléphonique qui permet aux personnes, gratuitement, pendant une 8aine de séances, d'avoir accès à un tabacologue qui aide la personne à arrêter de fumer, puisque le tabac, c'est quand même 20% des cancers. Personne n'a envie de développer un cancer. Ma mère a développé des cancers, elle en est même décédée récemment. C'est des choses qui vous marquent. Et quand on fait des études de médecine aussi, il y a un peu un syndrome où on s'imagine qu'on a toutes les maladies qu'on étudie
et qu'il m'est sûrement arrivé dans ma vie des moments où je me disais, tiens, est-ce que je n'ai pas développé telle ou telle maladie, et les cancers en font partie.